Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Les deux camps ont prévenu, il ne faut pas s'attendre à une confrontation entre François Fillon et Jean-François Copé ce soir. Les deux hommes en course pour la présidence de l'UMP n'ont pas intérêt à montrer le visage d'un parti divisé. Il faut dire que la droite est encore hantée par le souvenir de l'après-95, période marquée par un duel fratricide entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. On en parle avec nos chroniqueurs Jean-Louis Gombault, Stéphane Rosès et l'éditorialiste Alain-Gérard Slama dans un instant. C'est un Premier ministre visiblement agacé qui est arrivé ce matin au Palais Brongniart pour rencontrer l'Union professionnelle artisanale. Devant des journalistes qui l'attendaient à l'entrée, Jean-Marc Ayrault a dénoncé, je cite, les chroniques quotidiennes de démolition. À son encontre, au lendemain de son dérapage autour de la décision des sages, la presse a moqué les apprentis dans le quotidien Libération ou encore Le Monde ce soir qui souligne les erreurs de communication et de tempo du gouvernement. Au départ, c'était un choc. Après, c'est devenu une trajectoire. Et ce soir, c'est un pacte de compétitivité que propose François Hollande. Le président déconseille un choc synonyme de baisse massive des charges, mais assure que le gouvernement s'appuiera sur le fameux rapport Gallois pour faire des propositions sur la compétitivité. Devant un parterre d'entrepreneurs, il a également rappelé sa volonté de réformer l'impôt sur les sociétés. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ils ont 10 ans d'écart, des caractères différents. L'un est plutôt bouillonnant et l'autre plus mesuré. Quand le premier a parfois des mots qui clivent, eh bien le second tente d'apaiser. Mais mis à part ces quelques nuances, Jean-François Copé et François Fillon ont approuvé la même politique durant 5 ans. Ils font partie de la même famille. Difficile dans ces conditions de parler d'une vraie confrontation ce soir. Comme l'a d'ailleurs évoqué le quotidien L'Humanité, c'est un peu deux voix et la même chanson. Regardez des extraits ce soir. Je crois qu'aujourd'hui, face à l'inaction du gouvernement socialiste, face au fait que beaucoup de nos concitoyens ne perçoivent pas encore la gravité de la crise, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de mettre cette expérience au service de ma formation politique avec un objectif qui est de redonner de l'espoir, de rassembler, de présenter un projet de redressement national, qui est un projet de redressement national qui dépasse la simple question d'une alternance politique classique. Voilà, après c'est aux militants de savoir quel est le meilleur naturellement, et leur choix sera forcément le bon. Je me suis engagé avec un seul message, qui est celui de l'appel à la résistance. Voilà, tout simplement, parce que je suis extrêmement préoccupé de la manière dont François Hollande, depuis 5 mois, dirige notre pays, et que je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'il est en train de mettre en œuvre une véritable opération d'affaissement, d'abaissement de notre pays. Et pendant que les deux prétendants à la présidence de l'UMP échangent ce soir, les différents courants du parti présentent leurs motions. C'était le cas hier soir avec la droite humaniste ou encore la droite forte. On voit tout cela avec Julie Hulin. Pendant que certains occupent le devant de la scène, d'autres sillonnent la France pour plébisciter la petite révolution démocratique de l'UMP. La mise en place de mouvements. Hier soir, ils étaient à Nogent-sur-Marne pour présenter leurs 6 motions. La France moderne et humaniste, la droite sociale, les gaullistes, la droite populaire, la droite forte et la boîte à idées. L'objectif simplement de dire, dans les débats, dans les colloques, dans les conventions, qui seront animés par l'UMP, eh bien, les différentes sensibilités pourront s'exprimer, représenter, sachant ce qu'elle pèse réellement dans le parti. Lors du congrès du 18 novembre, les motions qui franchiront la barre des 10% pourront bénéficier de moyens financiers proportionnels à leur score et de postes au sein de la direction de l'UMP. De quoi peser dans un parti habitué au leadership. C'est une source de richesse. On a beaucoup dénoncé à tort il y a 1 an les primaires du Parti socialiste en se disant « oulala, ils mettent sur la place publique leurs tensions, leurs différences, leurs divergences, ils ne s'en remettront jamais ». Eh bien, cette richesse de la diversité des idées, c'est aussi le premier point, le premier fondement des victoires de demain. Seulement pour les militants, difficile de s'y retrouver. Beaucoup avouent ne pas pouvoir réellement différencier les courants. Si l'initiative a été portée par Jean-François Copé, les soutiens de François Fillon jouent le jeu sans aucune conviction. Sincèrement, je ne vois pas l'intérêt des motions.
Je crois que c'était une nouvelle démarche, mais cette démarche, je ne suis pas persuadée qu'elle va aboutir à quelque chose après le Congrès. Difficile d'imaginer aujourd'hui quel rôle joueront réellement les motions dans la future ligne directrice du parti. En cas de victoire de François Fillon, leur rôle pourrait être réduit à leur plus simple existence. Et puis, sale journée hier pour Jean-Marc Ayrault. Après avoir grillé la politesse au Conseil constitutionnel, le Premier ministre a dû affronter toute la journée la colère des sages, une bronca à droite et puis ce matin, les moqueries de la presse. Et c'est un véritable festival. Libération a titré sur les apprentis. L'Union parle de quacophilie aiguë. Le Figaro consacre 2 pleines pages aux erreurs de communication du gouvernement. Et tout cela a visiblement agacé Jean-Marc Ayrault. On l'écoute. Vous savez, j'ai l'habitude. Ça ne me fait pas peur. Je veux dire, ceux qui ont dirigé le pays pendant 10 ans, et les 5 dernières années, qui ont laissé le pays dans l'état que nous connaissons, eh bien, je pense qu'ils devraient faire preuve d'un peu plus de retenue et de respect. La politique politicienne, les chroniques quotidiennes de démolition, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Et pendant ce temps, le Parti socialiste se prépare à son congrès de Toulouse à partir de demain. Un mot d'ordre, tous derrière le gouvernement qui en a bien besoin. On voit tout cela avec Paul Bouffard. On parle d'un congrès pour rien, un congrès sans enjeu. Mais pour les socialistes, il s'agit de se positionner, sortir du syndrome du parti Godillot. Le congrès de Toulouse se doit de sonner la prise de parole. Ce que souhaite le président de la République, c'est qu'à la fois les groupes parlementaires jouent leur rôle, que le gouvernement évidemment joue le sien, qui est celui de l'exécutif, la mise en œuvre des choix politiques pour lesquels François Hollande a été élu. Et le parti, il doit être là, la force militante indispensable. Un président dans la tourmente, un gouvernement qui ne trouve pas le tempo. À Toulouse, Harlem Désir en appellera à l'unité. C'est le congrès de la mobilisation. Les socialistes doivent faire la démonstration qu'après les débats sur le fond de leur motion, après les débats qu'il peut y avoir sur le premier secrétaire, ils sont rassemblés dans l'unité pour donner une autre image que, franchement, ne l'est l'UMP aujourd'hui, qui se divise pour l'élection de son président. Unité, pour autant, certains veulent garder leur mot à dire. Avec 28% des suffrages à l'élection du premier secrétaire, l'aile gauche du PS ne veut pas que le parti soit fermé pour cause de gouvernement. On ne doit être pas simplement en train de dire je tire la sonnette d'alarme, on doit être en capacité de proposer. Pour qu'il y ait un fil conducteur dans l'action gouvernementale et des socialistes qui apparaissent fortes. Le congrès de Toulouse sera aussi celui du combat. Les responsables socialistes veulent une mobilisation totale, cette fois contre la droite. Et sur le plateau du 22h ce soir, avec nous notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Avec nous également Stéphane Rossès. Bonsoir. Bonsoir. Président de CAP et professeur à Sciences Po. Et l'éditorialiste Alain Gérard Slama. Bonsoir. Bonsoir. Auteur de cet essai dont nous allons parler ce soir, les écrivains qui ont fait la République chez Plomb. Alors messieurs, d'abord, on va regarder un extrait. On va regarder de nouveau un extrait du débat de l'échange sur France 2 entre Jean-François Copé et François Fillon qui évoque à présent leur positionnement dans le parti. Regardez. En politique depuis l'âge de 14 ans, parce qu'à 14 ans, j'étais fasciné par le général de Gaulle. Donc je suis un militant de droite, mais en même temps, je suis entré dans la vie politique sous l'influence d'un homme qui considérait que la droite, la gauche, c'était bien, mais enfin qu'il fallait surtout essayer de s'adresser au peuple français tout entier. J'ai toujours détesté le sectarisme. J'ai toujours détesté le repli sur soi. J'ai toujours détesté l'expression de peuple de gauche qu'utilisent si souvent les dirigeants socialistes. Voilà. Mais je suis de droite, mes valeurs sont de droite et mon parcours en témoigne. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je suis clairement à droite. Enfin, attendez, j'ai même plus à droite, écrit... on a fait un curseur, donc c'était... Mais ça, c'est encore une fois aux observateurs de le dire. La seule chose vous aviez une idée de votre positionnement, quand Mon même. positionnement, c'est celui que je dis bien souvent d'une droite décomplexée, c'est-à-dire d'une droite qui s'assume, d'une droite qui est fière d'elle-même. Moi, mon projet à la tête de l'UMP, si les militants me font confiance le 18 novembre, c'est de leur proposer de retrouver la fierté d'être à l'UMP, la fierté d'être de droite, avec des valeurs que nos parents nous ont enseignées, que nos professeurs nous ont enseignées, et qui sont des valeurs dont on n'a pas à s'excuser. Alors c'est vrai, c'est peut-être plus à droite que d'autres. Voilà, pas de surprise, hein. Les deux hommes sont à droite et on joue au jeu des différences un petit peu depuis quelques jours. Alain Gérard Slama, est-ce qu'il y a de vraies différences entre les deux hommes, selon vous, le caractère? J'ai souligné cette phrase tout à l'heure de Marie-France Garot, c'était l'éminence grise de la droite, il y a quelque temps, qui a dit à part le langage, ils sont interchangeables. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas, mais c'est fondamental, le langage. C'est fondamental. C'est ce qui fait qu'on s'identifie ou non.
Je pense que Stéphane Rosès ne dira pas le contraire. Ce qui oppose les deux hommes, c'est d'abord un style. Et c'est très très net. C'est-à-dire, mais bien sûr qu'ils sont de droite tous les deux. Bien sûr qu'ils sont du droite complexé tous les deux. Parce que... Décomplexé. Complexé. Complexé, évidemment, la droite a toujours été complexée. Pour une simple raison, c'est que la droite a toujours été une anti-gauche. Donc, elle définit en général ses stratégies en fonction des positions d'adversaires. Si vous demandez à un homme de droite, si on avait demandé d'ailleurs à Copé, à Jean-François Copé, alors, pour vous, être de droite, c'est quoi? Les valeurs, vos valeurs, c'est quoi? Vous croyez que Fillon était plus à gauche que Copé quand il disait qu'il est pour l'assimilation et pas pour l'intégration. D'ailleurs, les journalistes lui ont posé la question. Il a répondu calmement. C'est-à-dire qu'il a ce côté, moi je fais la guerre poliment. Et puis l'autre, à ce côté, moi je fais la guerre comme on me l'a appris chez Sarkozy. Oui. Or, si vous voulez, si je peux dire un mot, allez-y, vous êtes là pour ça. Je conclue d'un mot, c'est qu'au fond, le problème de la droite, c'est qu'elle doit être l'un et l'autre. Elle doit être l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on a un Sarkozy en deux personnes. Le Sarkozy raisonnable, c'est Fillon. Le Sarkozy furibond, c'est Copé. Et c'est un petit peu gênant pour la droite d'être obligé de scinder son ancien président en deux pour en avoir un qu'elle n'arrivera pas à faire, évidemment, avec une moitié d'un. Stéphane Rosès, sur la confrontation d'une manière générale, on verra ce qu'elle va donner. Elle est en cours. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mini-révolution culturelle, que c'est une rupture avec une tradition bonapartiste d'un parti qui s'est construit justement dans le culte du chef? Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, la dernière militante du MP, à sa façon, le confessait dans la tradition française, mais je parle sous le contrôle d'Alain Gérard Slama, la dispute, la discussion, la controverse et la tradition de la gauche. La droite, plus marquée par le catholicisme, la monarchie ou le bonapartisme, c'est plutôt que le chef, le leader, doit se dégager de lui-même. Et pour le peuple de droite, l'idée que ça soit à lui de départager entre deux personnalités, ça a été dit, qui diffèrent en termes de personnalité, diffèrent légèrement en termes de positionnement, mais dont finalement, pour le militant ou sympathisant de l'UMP, tout ça c'est à peu près la même chose, et quelque chose d'assez étonnant. Alors il faudra observer le taux de participation. C'est vrai que la légitimité, notamment vis-à-vis du fantôme, le présent absent Nicolas Sarkozy du nouveau président, sera indexée sur cette participation, et mieux vaudrait pour le futur dirigeant de l'UMP que la participation soit significative, de sorte que la droite rentre dans une nouvelle séquence. Car, ça a été dit, la droite doit répondre au problème de la France. Le problème de la France, c'est faire retour sur le passé. C'est forcément faire un droit d'inventaire, se demander ce qui s'est passé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, se demander lorsqu'il parle de la France si Nicolas Sarkozy, par hasard, ne voulait pas sauver la France tout en prenant, je dirais, des libertés avec son modèle, avec sa tradition. Donc, pour aborder ces questions de fond, parce que François Hollande s'est fait élire... Selon vous, ils ont sauté une étape Non, je pense que l'étape actuelle est une étape nécessaire, mais qu'il est nécessaire pour la droite pour se hisser à la hauteur des problèmes du pays, qui n'est pas les questions des petits pains au chocolat, n'est-ce pas? Il faut prendre une certaine hauteur sur le sujet du pays, de sorte de pouvoir avoir l'oreille des Français. Jean-Louis. Entre les deux, il y a une différence de tactique. Depuis le début, M. Copé dit « je m'adresse aux militants ». Et depuis le début, François Fillon dit on lui dit « mais regardez, l'opinion publique, les sondages vous sont favorables ». Là, on voit bien que c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence, sauf dans le langage. Et le langage est très important avec à qui on parle. Or, ce soir, comme il le fait depuis le début de la campagne, Jean-François Copé s'adresse aux militants de l'UMP. Et vous avez vu que lorsque François Fillon dit qu'il est à droite, tout de suite il ajoute, oui, mais rassemblement du peuple français. Ce n'est pas du tout la question que pose Jean-François Copé. Je dirais que d'une certaine façon, je ne sais pas s'il va gagner ou perdre, mais François Fillon est en avance d'un cran par rapport à Copé, qui lui dit, attendez, la présidentielle c'est plus tard, maintenant moi je suis à la conquête non pas de l'État, mais je veux franchir la première étape qui est la conquête du parti. Cela dit,
quand je disais chacun est une moitié de Sarkozy, il faut malheureusement être l'un et l'autre. Mais la question, c'est quelle Le moitié? problème, Est-ce c'est que c'est la qu'il bonne? manque à Fillon du Copé, et peut-être que Fillon a moins besoin d'avoir du Copé en lui que Copé a besoin d'avoir du Fillon en lui. Parce que je crois que le pays n'a pas tellement envie d'avoir des divisions supplémentaires dans un climat suffisamment stressant Alors, comme ça. justement, L'analyse vous de m'offrez- Fillon, c'est ça, Oui, c'est le une rassemblement. belle transition, parce que ma question c'était qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? Est-ce qu'il faut éviter un duel fratricide jusqu'au 18 novembre? Parce que peut-être qu'ils ont en tête, les deux hommes, ce soir, un duel Balladur-Chirac. C'est le souvenir d'après 95, lorsque Jacques Chirac et Édouard Balladur s'étaient affrontés. C'était sanglant. D'ailleurs, regardez comment les guignols de l'info, on va sourire un peu ce soir, avaient imaginé les retrouvailles entre les deux fauves. Ça ne devait pas être si éloigné de la réalité. Regardez. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Édouard. Jacques. Vous n'êtes pas vu depuis 2 ans, vous avez sans doute des milliers de trucs à vous dire. Ah oui, mais ça se bouscule, l'émotion. On sait pas trop. Tu m'as manqué, Édouard. Oui, de peu. Ah, Édouard. Jacques. Allez-y, laissez-vous aller, parlez-vous. Ah, vous savez ce que c'est? C'est toujours le premier mot qui est difficile à dire. Bah, dites le deuxième. Molle. Mal. Bah oui, le premier c'était couille. On risque d'arriver à d'aboutir à cela. Oui, donc qu'il y ait évidemment une guerre de chefs et une querelle de tempérament, c'est vrai, mais ça va au-delà, c'est-à-dire entre Chirac et Balladur, il y avait vraiment derrière chacun une hostilité personnelle qui avait un caractère fondamental et une détestation liée peut-être aussi à des dossiers que chacun avait sur l'autre. Là, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Il faut vraiment alors là se rendre compte que ces deux formes de sensibilité différentes, malgré tout, Copé, c'est la tendance bonapartiste, Fillon, c'est la tendance modérée de la droite. Or, pour diriger les Français, il faut être l'un et l'autre. Je ne le répéterai jamais assez. De Gaulle était à la fois bonapartiste, il était à la fois modéré, et il était à la fois moderne, et il était à la fois traditionnel. Et il était Je veux gaulliste. dire, il se prenait pour le général de Gaulle, mais il avait cet avantage qu'il l'était. Stéphane. Oui, je crois que vous faites parallèle avec une période qui a été une période très très violente au sein de la droite. À l'époque, j'étais sondeur, je travaillais confidentiellement pour à la fois Édouard Balladur et Jacques Chirac, et je peux vous dire que Vous étiez cloisonnant... entre les deux feux, alors vous étiez... Non, à l'époque, je travaillais pour 5 candidats différents. Non, je travaillais pour 5 candidats différents, mais ce que je veux dire par là, ce qu'on disait confidentiellement à nos clients, c'était ce qu'il y avait dans les études. Donc on cloisonnait par la force des choses. Mais ce qui est vrai, c'est que le climat, à l'époque, était un climat de guerre fratricide, sans doute parce que Jacques Chirac avait estimé qu'il avait été trahi par Édouard Balladur, à qui qu'il avait laissé aller à Matignon. Il s'était réparti les rôles, et puis toute une partie à l'époque du RPR, dont Charles Pasqua avait expliqué qu'ils en avaient un peu marre de perdre avec Jacques Chirac, et étaient allés sur Édouard Balladur. Il y avait donc une éthique, non pas de conviction pour beaucoup, mais une éthique de raison, d'opportunité. Et donc la guerre était très fratricide, même si Édouard Balladur avait peut-être plus ses ressorts d'une droite orléaniste et Jacques Chirac traditionnel. Ça a été très violent, et le plus étonnant, c'est qu'une fois élu, les choses ne se sont pas remises. Il y a eu seulement le retour de Nicolas Sarkozy, permise par Dominique de Villepin d'ailleurs, Oui, il faut le remarquer, après une traversée du désert, ça a été très dur. Le peuple de droite ne veut plus revivre ça, il ne veut plus revivre ça, les conditions sont différentes, et voilà. Ce soir, les deux hommes ont ça en tête, et puis aussi, ils sont dans l'opposition. Et ils savent bien qu'il y a le Front National à leur droite, et maintenant Jean-Louis Borloo, qui, comme centriste, occupe un terrain qui oblige le curseur à revenir un peu au centre, alors qu'il était allé très très à droite. Le point commun des deux hommes ce soir, Jean-Louis, c'est qu'ils attaquent avec la même virulence la politique économique du gouvernement. Tout à l'heure, devant un parterre d'entrepreneurs, nous allons voir les images. C'était lors du grand rendez-vous de la communauté Oseo Excellence. Le chef de l'État, François Hollande, a assuré que le gouvernement s'appuiera sur le fameux rapport gallois. Mais il ne parle plus de choc de compétitivité, ni même de trajectoire, comme l'a dit Jean-Marc Ayrault, mais de pacte ce soir. Bon, au-delà de la sémantique, à quoi peut-on s'attendre ?
Alors, je ne sais pas à quoi on peut s'attendre, parce qu'on est dans le brouillard le plus total, mais le fait même, le mot de pacte est un mot qui parcourt l'ensemble du propos de François Hollande. C'est-à-dire qu'il a proposé un pacte aux chefs d'entreprise, qui n'est pas simplement un pacte de compétitivité. J'ai été frappé, par exemple, quand il dit vers la fin qu'il exprimait sa gratitude envers les chefs d'entreprise. Donc on est quand même dans un langage un petit peu... déjà, l'amorce avait été faite, rappelez-vous, aux universités d'été du MEDEF, mais là, on est véritablement on est vraiment dans une situation où il a dit qu'il avait besoin des chefs d'entreprise, il a dit aussi que les chefs d'entreprise avaient besoin de lui, mais il a surtout insisté qu'il avait besoin des chefs d'entreprise pour investir et créer de l'emploi. Donc on est dans une période... il y a une volonté d'apaisement. Donc il a parlé de pacte en général, de pacte de compétitivité, et il a dit que, avec le rapport Gallois, il analyserait le rapport dans son ensemble. Il n'a pris aucun engagement, bien entendu, mais que rien ne sera mis de côté à propos du rapport. Alain Gérard, est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès au gouvernement qui n'a pas encore reçu le rapport et on n'attend pas les conclusions ni les annonces? Est-ce qu'on devrait un petit peu patienter avant de taper souvent bras raccourcis? C'est quand même un peu cousu de fil blanc, cette affaire, à mon avis. C'est-à-dire qu'au fond, Hollande avait besoin d'un rapport qui soit rigoureusement semblable à celui que M. Gallois aurait fait avec l'équipe antérieure. Et il en avait besoin précisément pour convaincre peut-être son gouvernement et les plus durs et les éléments les plus durs de son parti de la nécessité de mener une politique économique plus raisonnable. Je suis absolument persuadé que, d'ailleurs, il y a un rapport amoureux très curieux entre François Hollande et le MEDEF. Le MEDEF se rappelle qu'il a fait HEC. Quand il s'adresse aux patrons, ils sont à chaque fois conquis. Ils disent enfin voilà un vrai social-démocrate, il est merveilleux, il est admirable. Et puis aussitôt ils sont déçus évidemment par les mesures du lendemain et entrent dans la fureur et la sécession. Donc Hollande a une partie très difficile à jouer pour rester le patron de sa propre équipe et l'orienter quand même vers une politique économique qui ne soit pas trop en rupture avec celle que menait Fillon. D'ailleurs, François Fillon s'est amusé, il a plaisanté sur le rapport Gallois. Il a dit, bon, ce rapport, on a payé sans doute des gens très chers pour qu'il vous amène à un rapport qui dit des évidences que nous avons mises en œuvre nous-mêmes. Je pense en effet que c'était une bonne chose et qu'il va l'utiliser et qu'il n'est pas trop mécontent qu'il y ait des commentaires prématurés. Justement, Stéphane Ansès, sur cette méthode finalement de différentes commissions, de différents rapports avant la décision, on l'a vu par exemple sur les dépassements d'honoraires, il y a eu un accord, certains ont dit que c'était un accord historique, d'autres accords à minima, mais accord quand même. Est-ce que la méthode semble marcher sur la forme? Qu'en pensez-vous? C'est une rupture avec la façon dont Nicolas Sarkozy, lui, conduisait les réformes. Nicolas Sarkozy décidait du fait de la légitimité du politique et historique à notre pays. Et nonobstant l'usage commun, effectivement, des commissions pour pouvoir externaliser hors du politique le soin de dire le réel, pour ensuite aller en chercher ce que l'on souhaite, évidemment, la méthode autour de la grande conférence sociale de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault est un tout petit peu différente. Elle semble dire, en mettant les partenaires sociaux autour de la table, sous le regard et éventuellement la pression de l'État, on fait bouger les acteurs. Alors ensuite, tout est affaire de quel est le cahier des charges donné par le politique. Bien sûr. Et là, paradoxalement, c'est un peu chemin faisant que la pensée de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault s'est constituée autour de l'utilisation même du terme compétitivité et de l'articulation entre la compétitivité et la justice, car quand même, François Hollande s'était fait élire là-dessus. Et là, évidemment, il y a des atermoiements, les lignes de cohérence ne sont pas toujours faciles à trouver, mais en fait, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. S'il s'agit de sauver notre modèle social et républicain, il faut un outil qui s'appelle la compétitivité. Alors, ensuite, il y a les débats que l'on connaît. Alors, messieurs, ce soir, les responsables politiques, Jean-François Copé, François Fillon et d'autres évoquent bien sûr la crise économique, la crise sociale, financière, mais il y a une autre crise, la crise littéraire. Et Alain Gérard Slama en parle dans ce livre, les écrivains qui ont fait la République, c'est dans cet essai, c'est aux éditions Plomb. D'abord, quels sont les symptômes de cette crise? Le symptôme de cette crise, c'est que vous remarquez qu'aujourd'hui, les écrivains sont presque tous en rupture avec la société, ils s'en isolent. Regardez ce qui se passe. Le Clésio, il part vers les îles lointaines. Modiano, il part dans un lointain passé. Kundera se cache. Kundera se cache derrière sa main.
la plupart de nos grands écrivains, Veyergans, etc., c'est la première fois qu'on a, non pas une rupture au sens d'une rébellion, d'une révolte, Céline, etc., mais un retrait. Il y a un divorce, disons, le mot le plus juste serait un divorce entre la France et, d'un autre côté, ses écrivains. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de littérature? Ceux qui nous écoutent, ils vont se dire, est-ce qu'Alain Gérard Slama n'a pas tendance à voir le déclin partout? Est-ce qu'il ne fait pas partie des déclinistes, des pessimistes, encore et toujours? De toute façon, merci de me poser cette question. Enfin, on me la pose. On se posait tous un peu. Eh bien, parce que vous êtes absolument pas des gens qui lisent de près et que vous êtes des malveillants. Non, au contraire, c'était l'occasion de... Je plaisante et je connais votre amitié. La réponse, elle arrive très vite. Si on se donnait la peine de chercher chez les écrivains, nous apercevrions que nous avons toujours d'aussi grands écrivains. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que malheureusement, il y a peut-être dans la transmission de la langue, dans l'intérêt porté à ce qui a été notre culture véhiculée à travers la littérature, une espèce d'indifférence croissante, parfois un mépris de la part des dirigeants, les politiques ne s'en occupent plus, la formation de l'ENA y est peut-être pour quelque chose, je pense, les sciences sociales, les experts, etc. Or, il y a là des trésors, et c'est ce que j'essaie de dégager. Je vais faire 3 volumes. Oui, là vous parlez de Charlemagne, Benjamin Constant. J'ai des années à ça, parce que je crois qu'effectivement, quand vous regardez la littérature, vous apercevez que depuis le haut Moyen-Âge, il y a déjà une image de la France qui a toujours été donnée, celle de l'équilibre, celle d'une certaine sagesse, celle justement du on fait la guerre poliment, la chevalerie, etc. Donc, quand on parle d'identité française en termes d'ethnicité, de religion, etc., on se trompe. En réalité, c'est la littérature qui a été fondatrice d'une culture. Et nous sommes les seuls dans ce cas, parce que l'État a construit la France de haut en bas, et les écrivains ont fait pareil. Les écrivains n'ont pas été l'émanation de la voix populaire, comme c'était le cas en Allemagne ou aux États-Unis. Ils n'ont pas été l'expression du sentiment du peuple. Ils ont eux-mêmes fabriqué, à côté du monarque, quelque chose qui est un bijou et qui s'appelle notre littérature. Et on appelle ça d'ailleurs la République des lettres, c'est-à-dire à partir du moment où la discussion ou la projection dans la fiction est une façon pour les Français de trouver un dépassement à eux-mêmes, d'où effectivement... Et pourquoi on ne pense pas que je suis vraiment dans la lune et que je parle d'autre chose que des réalités? Comment est-ce que nous avons commencé à parler déjà de l'opposition entre Copé et Fillon? Nous avons dit une différence de style, une différence d'expression. Et ce ne sont pas les mêmes gens qui se reconnaissent dans un discours et dans l'autre. Il y a peu de pays comme ça qui attachent une telle importance à l'expression, à la forme, et peut-être plus encore à la forme qu'au contenu. Messieurs, autre sujet, je voulais aussi vous faire réagir sur toute autre chose, mais je sais que ça va vous intéresser. Cette question, le 19 mars sera-t-il la journée nationale du souvenir de la guerre d'Algérie? Le sujet divise le Sénat, droite et gauche s'affrontent sur cette date qui fait référence, vous le savez, à la signature des accords d'Évian en 1962, aperçu aujourd'hui des débats passionnés au Sénat avec Jérôme Rabier. Réconcilier les deux rives de la Méditerranée avec une date qui dépasse les clivages politiques. C'est l'objectif du gouvernement. 50 ans après la fin de la guerre d'Algérie, il est temps d'instaurer le dialogue pour le ministre, lui-même fils de harki. Un dialogue qui permette de dépasser les oppositions stériles et de tourner définitivement la page des querelles politiques internes, tout particulièrement autour de la guerre d'Algérie. Un espoir déçu puisque droite et gauche s'opposent toujours sur la question. Robert Tropeano, qui a fait 28 mois de service militaire en Algérie, espérait pourtant un consensus pour l'ensemble des victimes. Pour tous ceux qui, de la Toussaint sanglante au massacre d'Oran, ont payé de leur vie l'indépendance algérienne ou tout simplement pour servir la France. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, il s'agit de la regarder en face. Une semaine après la reconnaissance des événements du 17 octobre 61 à Paris, c'est un nouveau sujet polémique de trop pour la droite. Par ce texte, on veut, après l'élection législative et présidentielle, remercier un certain électorat. Et je crains aussi que ce texte ne serve d'outil diplomatique au plus haut niveau. Le projet de loi sera en effet étudié le 20 novembre prochain, quelques jours avant la visite de François Hollande en Algérie. Les deux pays pourraient y sceller un partenariat stratégique, gage de relations apaisées 50 ans après les accords d'Évian. Et des blessures toujours aussi vives, des plaies béantes encore, Alain Gérard Slama, sur cette date. Avec cette bizarrerie,
À propos de la résistance et de la guerre, à propos de la Shoah, à propos de la guerre d'Algérie, on nous répète sans cesse, il n'y a pas de littérature. À la différence des États-Unis, nous n'avons jamais su regarder en face notre passé, notre mémoire. Il y a une littérature immense, immense, et qui existe. Vous voulez évoquer cette question-là? Je vous invite à lire les Mémoires barbares de Jules Roy. Et vous avez déjà la plupart des réponses que vous cherchez à cette question. Et c'est ça, l'un des problèmes de notre époque contemporaine. Donc on revient à la littérature. On revient, voilà, et ça dans n'est les pas... écrivains qui Voilà. ont fait La République, 2 tomes encore à venir. Absolument. Aux éditions Plomb. Je remercie Jean-Louis Gombault pour son analyse économique. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci Stéphane Rosès qui, je le rappelle, est avec nous tous les jeudis soirs. Je l'en remercie. La dernière page du 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info de Monir Souci. Ouverture du dialogue social chez PSA. La direction accepte de négocier avec les syndicats le volet social de son plan de restructuration et les conditions de reclassement des employés. En revanche, elle reste inflexible sur l'avenir de l'usine d'Aulnay-sous-Bois. La fermeture d'Aulnay doit se passer. 8000 emplois sont concernés au total. Mais il est très clair, nous l'avons dit depuis le début, nous attachons une importance extrêmement importante à la réduction de l'impact social de ce plan. Les armes vont-elles se taire en Syrie à la veille des fêtes religieuses? C'est le souhait de Lakhdar Brahimi, l'émissaire de l'ONU dans le pays. Il demande une trêve pendant les célébrations de l'Aïd el-Kébir. Un souhait fragile. Le gouvernement de Bachar el-Assad et les rebelles se disent prêts à respecter le cessez-le-feu, mais s'autoriseront à riposter en cas d'attaque. Dans la lutte contre le tabagisme, Jérôme Cahuzac et Marisol Touraine ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le ministre du Budget a annoncé devant les buralistes réunis en congrès que la mise en place du paquet de cigarettes neutres sans marque visible n'était pas à l'ordre du jour. Une déclaration en désaccord avec celle de la ministre de la Santé qui cet été encore défendait la mesure pour inciter les jeunes à moins consommer. Adoptée pour mettre la pression sur les parents d'élèves absentéistes, la loi Ciotti qui suspend les allocations familiales dans les foyers de décrocheurs scolaires n'a pas eu les effets attendus. Sur les 619 suspensions d'allocations familiales effectuées l'an dernier, seules 142 sont visiblement retournées à l'école. Le Sénat a donc voté l'abrogation du texte et défend une autre méthode pour lutter contre ce problème. Tout ce qui est l'ouverture de l'école aux parents pour que le lien se fasse, que les alertes aient lieu à temps, tout ce qui est ouverture de l'école et travail en commun avec l'environnement dans le quartier sont à mettre en action ensemble pour pouvoir, au plus près du terrain et le plus adapté à chaque enfant et donc à chaque raison de cet absentéisme, agir. Dans le dessin du jour, Goubel transforme Jean-Marc Ayrault en homme invisible. Le Premier ministre s'est plaint aujourd'hui d'être victime d'une entreprise de démolition. Confronté aux multiples casse-têtes liés à sa fonction, Jean-Marc Ayrault aurait-il l'impression qu'on cherche à le décapiter ? Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. Belle soirée. À lundi, avec plaisir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. On refait la séance des questions d'actualité ensemble avec nos invités et on commence avec 2 sénateurs, Roger Karoutchi pour l'UMP et Pierre Laurent, nouveau sénateur pour le Parti communiste français. Roger Karoutchi, on a entendu tout à l'heure la question de l'ancien président UMP du Sénat, Gérard Larcher, adressée au gouvernement, au Premier ministre qui n'était pas présent, et donc à Alain Vidalis, le ministre chargé des relations. Il a parlé de camoufler sur le texte sanctionné par le Conseil constitutionnel, texte sur le logement. Vous êtes, j'imagine, d'accord avec lui sur ce terme, camoufler? Oui, parce que on avait prévenu le gouvernement, il n'y avait pas d'étonnement. Ouais. On avait clairement dit au gouvernement, à l'époque, au mois de septembre, que le texte était hors délai, que les commissions n'auraient pas le temps de travailler, qu'il n'y avait pas d'étude d'impact. Et on nous a répondu que tout cela indifférait au gouvernement. Moi, je ne mets pas en cause M. Vidalis. Non, il y avait aussi l'urgence d'une situation. Non, il y a une réforme constitutionnelle qu'il faut respecter. Les textes qui passent
en procédure accélérée passe en 2 semaines au lieu de 6 semaines, pas en 2 heures. Quand vous prenez un texte qui représente des milliards et des milliards, vous ne dites pas au Sénat, en 2 heures, vous devez faire le tour de la question. Ce n'est pas le sujet de savoir s'il y a urgence sur le logement social, bien sûr qu'il y a urgence. Mais sincèrement, il y aurait eu 2 semaines de plus de travail de commission pour bien faire le texte. Ça ne retardait pas la construction et au moins on avait un vrai texte. Là, on est annulé et on recommence. Toujours est-il, Pierre Laurent, que ça donne l'impression désagréable pour votre majorité de gauche d'amateurisme? Écoutez, il faut respecter des délais, ils ne l'ont pas été, donc c'est effectivement dommage. Ceci étant dit, il ne faut pas que ça nous fasse perdre de vue le fond du problème. Non, la droite d'ailleurs, non mais la droite se réjouit de ça parce que effectivement c'est une loi qui va à l'inverse de ce à quoi ils ont essayé de résister pendant des années, c'est-à-dire la priorité au logement social et singulièrement l'obligation pour les communes de droite qui ne veulent pas respecter la loi SRU, d'être obligés de la respecter. Donc le combat de la droite, il est inspiré par ça et simplement par ça. Et évidemment, moi je ne me réjouis pas qu'on ait perdu quelques semaines alors que cette loi, pour le coup, vous savez que j'ai aussi quelques critiques sur la politique gouvernementale actuelle, mais pour le coup était une loi utile que nous avons votée. Effectivement, vous avez pas mal de critiques au groupe Front de Gauche, si je peux élargir, sur la politique gouvernementale. On a vu que vous vous êtes opposé sur plusieurs textes. Récemment, vous avez même uni vos voix à celles de la droite en commission pour faire adopter une motion d'irrecevabilité sur le texte sur l'énergie. Est-ce que ça, c'est une bonne politique de soutien du gouvernement? Mais ce qui nous détermine, c'est le fond à chaque fois des textes. Donc nous avons soutenu celui sur le logement et celui sur l'énergie nous pose un problème de fond qui est qu'il y a rupture d'égalité de traitement des usagers sur la question tarifaire. Donc nous contestons ce point. Nous avons en même temps que nous avons refusé ce texte déposé une proposition de loi qui reprend les 3 articles avec lesquels nous sommes d'accord dans ce projet, parce que nous ne nous opposons pas à tout dans ce projet. Nous sommes d'accord sur la trêve hivernale, sur les tarifs sociaux et nous avons redéposé un projet de loi. Mais le gouvernement pour le moment n'a pas voulu nous entendre sur ce point. Et donc nous avons été au bout de notre opposition à ce texte. Il suffit de nous écouter et les choses se débloqueront très simplement. Et le Sénat semble dans l'impasse, puisqu'on a appris il y a quelques minutes que le rapporteur du texte, le sénateur socialiste Roland Courteau, avait démissionné de son poste de rapporteur. Mais écoutez, parce que je crois qu'il est finalement, même s'il ne dit pas, il est assez d'accord avec nous sur les critiques que nous portons au texte. Roger Karoutchi, vous avez là finalement trouvé un bon allié, non, avec Pierre Laurent et son groupe? Ça, je ne sais pas si c'est un bon allié, mais lorsque sur des textes... Écoutez, vous savez très bien que nous ne sommes pas du tout d'accord sur le fond de ce problème. Donc, non, mais le problème ne se pose pas comme ça. La vérité, c'est qu'on a le sentiment, depuis 5 mois, que la plupart des textes présentés ont été trop vite préparés, trop mal préparés. Et à partir de là, il y a beaucoup de critiques à droite et à gauche. Et moi, je connais beaucoup de sénateurs socialistes qui, sur bien des textes, disent « Bon, ben voilà, on soutient le gouvernement, on va le voter, mais ce texte n'est ni fait ni à faire. » Donc, l'appel, il est simple. C'est pas la première fois non plus, Roger Karoutchi, que le Parlement travaille dans l'urgence. C'est quand même... Ah non, mais attendez. Quand il y a eu des procédures accélérées et des urgences auparavant, il n'y a pas eu ce côté « on vous laisse 2 heures, il n'y a pas d'étude d'impact ». Ça, c'est pas vrai. Il faut arrêter de dire que tout est pareil et tout est quand même la même chose. Non. Maintenant, le gouvernement... C'est quand même pas la première fois qu'un gouvernement se fait rappeler à l'ordre sur un non-respect de la procédure parlementaire. 2 fois en 3 mois, par le Conseil constitutionnel. 2 fois en 3 mois. En matière de coup de force parlementaire, on y va quand même quand le pays est contre. Vous nous avez, donné pas mal d'exemples pendant le quinquennat précédent. Ne confondez pas, Monsieur Laurent, le pouvoir de la rue et le pouvoir du Parlement. C'est pas le pouvoir de la rue. Parce que quand vous dites ça, c'est pas le même respect. On peut voter au Parlement un texte qui n'est pas accepté par l'opinion, ou l'inverse d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose. Et ça, c'est aux Français d'en décider au moment des élections capitales. Mais les droits du Parlement, des représentants du peuple, doivent être respectés dans le fonctionnement, la Constitution et le règlement. Je dis ça pour le logement, mais ça peut être ça pour n'importe quel texte. Et si on laisse passer des choses de ce genre sur ce texte-là, ça veut dire que sur d'autres textes qui peuvent ne pas vous plaire, on laisserait aussi passer. Et vous seriez les premiers à dire aucune des règles n'a été respectée, aucun des droits du Parlement n'a été respecté. Mais de toute façon, d'accord avec le fait qu'il faut respecter les droits du Parlement. Je suis même partisan qu'on les renforce, les droits du Parlement. Et s'il fallait réformer les institutions et réformer la Constitution, il faudrait le faire
dans le sens du renforcement des droits du Parlement. Donc respect des droits du Parlement, là-dessus vous nous trouvez toujours présents dans ce sens-là. Mais alors est-ce qu'on va vous trouver présent, est-ce qu'on va trouver votre groupe du Front de Gauche présent sur d'autres textes importants? Je pense particulièrement à la loi de finances 2013. Est-ce que le groupe du Front de Gauche ici au Sénat va voter le volet 1 de ce texte? Écoutez, en l'état, nous sommes très critiques sur ce texte. Nos collègues à l'Assemblée nationale se sont abstenus, mais pour une raison très précise, c'est qu'ils ont fait un certain nombre d'amendements. Ils n'avaient pas décidé leur vote à l'avance. Ils ont fait un certain nombre d'amendements. Mais ça a moins de conséquences à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, du fait de la majorité beaucoup plus courte ici. Mais ça n'est pas la question. Ça n'est pas la question. Aucun de ces amendements n'a été retenu. Donc nous, ce que nous demandons, c'est d'être écoutés. Je rappelle quand même que nous représentons, ça n'est pas seulement un problème arithmétique dans les assemblées. Il n'y aurait pas ce gouvernement, si la composante Front de Gauche n'avait pas contribué à la victoire au printemps dernier contre la droite. Donc nous représentons des voix qui existent dans le pays et qui ont besoin de se faire entendre. Et donc concrètement, vous demandez au gouvernement, sont utiles à la réussite d'une politique de changement. Et donc concrètement, Pierre Laurent, vous demandez sur le projet de loi de finances au gouvernement des concessions sur quel point précis? Mais nous avons déposé une série d'amendements. Par exemple, nous proposons de créer une tranche d'impôt supplémentaire. Je rappelle que la tranche d'impôt supplémentaire que nous proposons en amendement a été votée par la majorité sénatoriale de gauche dans le collectif budgétaire voté à l'automne dernier. Donc c'est pas une proposition qu'on sort de nulle part. Elle a été votée par la majorité de gauche du Sénat à l'automne dernier quand nous avions voté ici un collectif budgétaire. Nous proposons de revenir sur l'amendement des pigeons, comme on dit, c'est-à-dire la concession fiscale qui a été faite à ses patrons. Et nous proposons aussi de revenir sur le gel des tranches d'impôt sur le revenu parce que nous voulons un impôt plus progressif et qui tienne compte de la revalorisation nécessaire. Donc ça fait partie de propositions que nous mettons sur la table et nous entendons que tout aux partis soit entendu. Roger Carotti. On sera tranquille comme ça, comme par définition, je ne vois pas le gouvernement se renier à ce point par rapport à ce qui a été fait à l'Assemblée. Eh bien, ça veut dire très clairement que le budget ici sera rejeté, et puis c'est tout. Mais après tout, c'est pas, non mais attendez, c'est pas nous que ça gêne. Mais si. Ou alors vous allez renier ce que vous venez de dire, parce que soit le gouvernement se renie et accepte vos amendements, soit le gouvernement ne se renie pas et vous aurez le même comportement qu'à l'Assemblée. Mais monsieur Carucci, tout à l'heure vous disiez il faut respecter les droits du Parlement. Donc nous sommes au Parlement, nous allons mener une discussion avec le gouvernement et avec le groupe socialiste pour que le travail parlementaire se fasse normalement. Et rien ne dit aujourd'hui que les choses ne vont pas bouger. Merci Pierre Laurent. Vous allez laisser votre place à Luc Carvounas, sénateur socialiste. Roger Carucci, vous restez encore quelques minutes. Oui, je suis désolée. Avec nous, on voit bien que le Sénat a changé de majorité il y a un peu plus d'un an, mais que ça reste encore plus difficile à piloter pour le gouvernement. Oui, mais regardez, par exemple, dans ce qu'on vient d'entendre de Pierre Laurent, il dit, mais il y a un an, la majorité de gauche du Sénat avait voté une tranche supplémentaire. Parce qu'à l'époque, ça n'avait aucune conséquence. Le gouvernement de droite, l'Assemblée de droite, faisait en sorte que ça n'ait pas lieu. Aujourd'hui, ce qui est voté au Sénat, ce qui est voté à l'Assemblée, ça a une vraie conséquence. Ça veut dire qu'en réalité, on est revenu à un peu plus de pragmatisme, ce qui rend les choses compliquées. Ce qui rend la nécessité d'un gouvernement qui réellement prépare des textes complets, organisés, absolument nécessaire. Il n'y a pas de majorité en vrai pour le gouvernement au Sénat et on va le voir dans le débat budgétaire. Luc Carvounas, bonjour, merci d'être avec nous. On a un peu envie de connaître votre morale aujourd'hui parce qu'on voit effectivement cette majorité qui est très difficile à tenir ici au Sénat et puis l'action du gouvernement qui reste malgré tout un peu illisible, le gouvernement qui a du mal à trouver son tempo. Écoutez, je ne vous étonnerais pas si je vous disais que je considère que l'action du gouvernement est une action d'un gouvernement déterminé et au combat sur l'agenda du changement souhaité et voulu par le président de la République. Mais j'écoutais tout à l'heure avec beaucoup d'attention mon collègue Roger Carucci. Et lorsque j'entends finalement ce procès en incompétence que la droite essaye de distiller, ça me... Et qui est relayé par à peu près toute la presse nationale aujourd'hui. Ça me rappelle, écoutez, chers qui collègues, vous avez suffisamment pris la parole. Moi, quand j'entends ce procès en incompétence, ça me rappelle déjà un sujet qu'on a entendu en 80 lorsque François Mitterrand et l'alternance a eu lieu. Et puis on l'a entendu aussi il y a un an, quand il y a eu ce
ce miracle d'incompétence de la part du président Sarkozy qui a réussi à être le premier président de la République à perdre le Sénat et à faire une alternance comment vous expliquez historique. malgré tout, Luc Carvounas, que le gouvernement a du mal à trouver le bon tempo? Écoutez, vous dites que le gouvernement a du mal à trouver du beau tempo. Moi, je dis simplement que le gouvernement aujourd'hui est au travail, que des premières mesures ont été prises, des choses importantes ont été dites. Je vois bien que mes collègues de l'opposition du Sénat cherchent par tous les moyens, sur des sujets importants comme le logement, à essayer de détricoter ce que nous essayons d'apporter en réponse à nos concitoyens, parce que nous sommes dans une urgence. Je vois bien aussi que mes collègues de l'opposition ont cherché à, là aussi, détricoter la loi sur les 150 000 emplois d'avenir. Mais avec des voix aussi de sénateurs de la majorité de gauche. Pardon? Mais avec également des voix de groupes alliés avec la majorité. Écoutez, toutes les propositions qui sont faites par le gouvernement et qui sont discutées au Sénat sont votées par une majorité de gauche. Moi, je vois simplement que mes collègues ont un peu de mal à comprendre qu'aujourd'hui, l'alternance a eu lieu parce que les Français l'ont souhaité. Il va falloir que vous vous y habituez, chers collègues, à cela. Mais il faudra vous habituer au travail parlementaire, à savoir que par définition, c'est pas parce que vous avez gagné les élections que vous avez tous les droits. Lorsqu'un gouvernement se trompe, il se trompe. Lorsqu'un gouvernement viole les droits du Parlement, il viole les droits du Parlement. Lorsque le Conseil constitutionnel censure le gouvernement, il censure le gouvernement. Ça vous plaît pas, je suis d'accord, mais vous n'avez pas à nous faire le coup du congrès de Valence. Comme on a gagné les élections, on a tous les droits. Vous avez participé à un gouvernement, à ce que je sache, moi j'ai jamais eu de problème de procédure sous une devant le Conseil. présidence qui n'avait d'autre intérêt que de ne pas écouter les élus locaux, qui d'ailleurs vous l'ont bien rendu, on vous renvoyant les élus locaux, en vous renvoyant dans vos controverses et dans vos contradictions, et en faisant en sorte que le Sénat soit aujourd'hui dirigé par une majorité de gauche. C'est dur à accepter, entre mais il 2007 faut et l'accepter. 2012, nous n'avons jamais été annulés sur des éléments de procédure et de violation des droits du juste Parlement. le conseiller territorial qui a été annulé. C'était pas une violation du Parlement, bien sûr, c'était sur le fond. violation du Parlement, comme vous y allez, cher Roger Carucci. Sur le fond, bien sûr, et pas sur le fait que Alors, les droits du qu'est-ce qu'il y a de plus Parlement grave n'avaient pas entre le été fond et la respectés. forme, ça sera l'objet d'un autre débat. Eh ben, Merci tiens. à vous deux, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Je vous propose de réécouter la réponse d'Alain Vidalis, le ministre chargé des relations au Parlement, à la question tout à l'heure de Gérard Larcher, justement à propos de l'annulation de la loi sur le logement par le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président Larcher, vous ressentez comme un camouflet pour le gouvernement la décision qui a été rendue hier par le Conseil constitutionnel. Dans sa grande sagesse, ça ne vous a pas échappé, c'est assez rare, le Conseil constitutionnel a précisé dans le communiqué, le Conseil constitutionnel a précisé qu'il avait déjà été amené pour des raisons de procédure à annuler des lois pour non-respect de la procédure. Et notamment dans une décision du Conseil constitutionnel du mois de juin 2011, qui était très grave, Monsieur le Président, puisque la loi sur le conseiller territorial avait été annulée parce que le gouvernement que vous souteniez, la majorité qui s'exprimait ici encore, avait ignoré les droits du Sénat. Je pense qu'à l'époque, vous avez dû ressentir ça comme un super camouflet. Donc, quand il y a des erreurs, il faut aussi rappeler, le Conseil constitutionnel l'a fait, ce que vous aviez fait. Avec nous en plateau, Claude Béry-Débat, qui était le rapporteur, enfin qui est toujours le rapporteur de cette loi sur le logement, puisqu'elle va revenir en examen devant le Parlement. Donc annulation pour vice de forme. Est-ce que vous avez eu véritablement l'impression de travailler dans des circonstances exceptionnelles d'urgence? Je crois qu'effectivement, nous avons le gouvernement avait souhaité utiliser la procédure d'urgence et nous avons travaillé rapidement, ça c'est clair. Trop rapidement? Alors je ne sais pas si nous avons travaillé trop rapidement. Moi, ce que je retiens quand même, c'est par rapport à tous les débats que nous avons. Bon, nous assistons, on vient de le voir avec M. Carucci, à une posture, je dirais, politique, si ce n'est politicienne. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir est-ce qu'effectivement les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs, ont été dépossédés de leur pouvoir de parlementaire par rapport à cette loi sur le logement.
Je dis non. Nous avons débattu pendant 3 jours. Nous avons débattu pendant 3 jours. Dans l'hémicycle, mais il y a des délais très raccourcis pour déposer les amendements sur le texte. Si ce n'est que nous avons eu 200 amendements et que nous avons accepté un certain nombre d'amendements aussi bien de la droite que de la gauche, c'est-à-dire tous les groupes ont pu déposer des amendements. Ça voulait dire qu'ils avaient bien lu la loi, ils l'avaient bien compris, etc. Donc la loi qui en est sortie était une loi de compromis. Mais alors qui est responsable de cette annulation? Est-ce que c'est l'exécutif qui a voulu aller trop vite? Est-ce que ce sont les parlementaires et la commission des affaires économiques du Sénat qui a mal piloté ce texte? Qui est responsable? C'est une analyse du Conseil constitutionnel qui effectivement reproche, je dirais, aux législateurs d'avoir travaillé sur le texte du gouvernement et non travaillé sur le texte de la commission, puisque la commission dont j'étais le rapporteur a proposé un texte, a proposé oralement un certain nombre de choses et ce texte a été distribué par écrit avant le début de la séance. Bon voilà. Donc alors après effectivement on peut rechercher où sont les je dirais quel est le Est-ce qu'on peut dire que c'est une responsabilité partagée à la fois de l'exécutif qui a voulu aller très vite et de la commission des affaires économiques qui s'est un peu empatouillé, on va dire, sur la procédure en commission. Si on veut trouver un responsable, on peut parler de responsabilité partagée. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que faisons-nous par rapport à l'urgence, parce que le président Larcher a bien dit qu'ils étaient vraiment très attentifs à la problématique du logement. Mais en mettant en place des recours, ils démontrent le contraire. Et ils démontrent tout simplement qu'ils sont dans la logique qui était la leur jusqu'à présent. Pas de respect de la loi SRU. Pas de volonté de vouloir construire du logement social, parce que nous avons un certain nombre de mesures qui permettaient même de donner des terrains gratuitement aux collectivités, dont je pense que nos élus locaux qui sont sur le terrain apprécieront, et ça reviendra effectivement au niveau du Sénat. Je pense que la procédure ne pourra pas être annulée et que nous aurons une loi qui réponde à l'urgence sociale de notre pays. Merci Claude Bérit-Débat d'être venu vous expliquer sur le plateau de Public Sénat. On poursuit maintenant sur la question de la Corse avec le ministre de l'Intérieur qui a été interpellé tout à l'heure par le sénateur Nicolas Alfonsi. Je vous propose d'écouter la réponse de Manuel Valls. Nous nous rendrons dans les prochaines semaines avec la garde des Sceaux pour affirmer la volonté intraitable de l'État républicain à assumer ses responsabilités. Mais nous avons besoin de 2 choses. Nous avons besoin du soutien des élus et de la société corse. À chacun de prendre ses responsabilités. L'État prendra ses responsabilités, mais il est temps aussi que chacun prenne ses responsabilités pour lutter contre les crimes, contre la délinquance. Il n'y a pas une culture corse particulière. Il n'y a pas la loi de l'omerta. Ça n'existe pas, ça, en République, monsieur le sénateur, et vous le savez bien, et votre combat courageux est là pour le démontrer. Donc nous avons besoin de la mobilisation de toute la société corse. Et puis, pour être aussi clair vis-à-vis de votre question, monsieur le sénateur, il n'y a pas de compromission possible. On ne peut pas mélanger des revendications identitaires ou d'autonomie ou d'évolution du statut, alors que précisément il y a de la violence. Je vous le disais, la Corse, c'est la République. La loi, elle doit s'appliquer pour lutter contre la délinquance et pour lutter contre le crime. Il n'y a pas d'autre voie possible. Nicolas Alfonsi, sénateur radical de Corse, est avec nous sur le plateau. Est-ce que vous avez été convaincu par les paroles du ministre de l'Intérieur tout à l'heure? J'ai été satisfait dans la mesure où ma question avait un objet particulier qui répondait aux événements de la semaine dernière, mais je ne pouvais pas en rester là. J'en ai donc profité pour interroger le ministre et je lui ai donc demandé, comme vous avez compris, comment pourrait-on conduire 2 politiques à la fois. Voilà. Il m'a répondu clairement, il m'a indiqué qu'il n'y a pas de compromission, qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais j'en ai conclu, malgré une réponse un peu en creux, si j'ose m'exprimer ainsi, qu'il me donnait satisfaction et qu'il avait une réponse globale. Est-ce que vous êtes satisfait des annonces du gouvernement en cette semaine concernant la Corse, des annonces qui ont parfois été accueillies avec un peu de scepticisme en Corse? Il est naturel que ces annonces soient accueillies avec scepticisme parce que nous avons tellement entendu de propos qu'ils viennent des gouvernements de droite ou de gauche s'agissant du maintien de l'ordre, de la lutte contre la criminalité, que cela puisse entraîner quelques scepticismes par rapport aux réactions locales.
Il n'y a rien de choquant à cela. Mais le seul problème, c'est que ces annonces n'auraient pas été faites et cette politique aurait été conduite, ce serait le même résultat. Je m'en satisferais tout autant. Merci beaucoup Nicolas Alfonsi d'être venu sur notre plateau. On finit avec vous Corinne Bouchoux, merci d'être avec nous, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Vous avez interpellé le gouvernement sur le futur aéroport de Nantes. La résistance semble s'installer sur place. Comment ça va se finir cette histoire ? Écoutez, je ne sais pas comment ça va se finir, mais nous sommes assez mécontents évidemment de la tournure que prennent les événements. Il y a eu des arrestations cette semaine, de la virulence, de la violence. Nous ne sommes pas du tout contents, nous sommes même très mécontents. Certes, Notre-Dame-des-Landes était hors accord électoral, donc nous savons depuis le début que nous avons un désaccord de fond. Hors accord électoral entre le PS et les Verts. Exactement, nous avons un désaccord de fond, nous ne croyons pas à cet aéroport pour des raisons écologiques, pour des raisons morales, pour des raisons économiques. Et ce déplacement nous semble extrêmement périlleux. Il avait été acté lors de la campagne électorale qu'il y aurait un moratoire tant que tous les recours ne seraient pas terminés. Or, nous ne sommes pas au bout de tous les recours et on commence les expulsions. Donc nous dénonçons le fond de façon constante et la forme est inacceptable. Nous n'aimerions pas pour nos enfants qu'apparaisse sous un gouvernement de gauche que nous soutenons un nouveau Larzac. Donc nous sommes effectivement fâchés par la gestion de ce dossier qui nous contrarie fortement. Et l'ancien maire de Nantes, c'est Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, il s'enferme dans sa position, c'est un combat personnel ? Alors écoutez, je n'ai jamais fait d'attaque personnelle, je n'en ferai aucune ici. Je vous demande de regarder ce qui s'est passé à Stuttgart. Je crois à la pédagogie, notre Premier ministre connaît l'Allemagne, qu'il regarde ce qui s'est passé à Stuttgart, où dans une ville bourgeoise et industrielle, un écologiste vient d'être élu aux élections. Nous allons peut-être, et malheureusement perdre... Une menace politique alors ? C'est pas du tout une menace politique, c'est simplement une crainte pour tous. Nous allons construire un aéroport pharaonique qui va être vide. Je ne veux pas de violence, je ne veux pas qu'il y ait de Malik-Oussekine lors de débordements. Nous faisons confiance à la raison et je pense que dans ce gouvernement, on peut entendre ce cri d'alerte. La solidarité n'exclut pas la vigilance. Nous serons vigilants et intransigeants pour que les formes de l'état de droit soient respectées. C'est le cas pour tout le monde. Merci beaucoup Corinne Bouchoux d'être venue passer votre message sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette émission qui suivait les questions d'actualité au gouvernement ici au Sénat. Merci de nous avoir suivis. Le congrès du Parti socialiste se tient ce week-end à Toulouse. L'occasion pour les militants de se retrouver pour débattre. Un événement à suivre ce week-end en direct sur les chaînes parlementaires. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique C'est Net, le magazine du web politique et du numérique. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos contributions et vos commentaires. Au menu cette semaine, la net campagne américaine, bataille de clips, parodies, matchs sur Twitter et Facebook, le duel Obama-Romney sur le web, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre le Polyclick, une nouvelle rubrique de la Politique C'est Net, le portrait numérique d'un politique. Aujourd'hui, la sénatrice Chantal Joanneau. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et de l'actu passé au scanner par Paul Bouffard. Après un concours de blagues sur Twitter et un mot-clé carrément douteux qui fait déraper la toile, hashtag un bon juif, Twitter annonce le retrait des tweets antisémites. Plaisanterie peu ragoûtante ou tweetos raciste, le mot-clé avait atteint le top des sujets sur Twitter. L'association demande la suppression des tweets. Sans représentant légal en France, l'entreprise américaine défend sa sacro-sainte règle, la liberté d'expression. Et pourtant, après négociation avec l'association, Twitter accepte de suivre la loi française et rappelle ses directives. Si nous recevons une demande ciblée d'une autorité compétente, nous pouvons retirer certains contenus. En attendant, Twitter n'a rien supprimé et quelques heures après, l'incendie reprend. L'association déplore un nouveau mot-clé, hashtag un juif est mort. Quant à Twitter, hasard ou pas, il bloque le compte d'un groupuscule néo-nazi en Allemagne, une première mondiale.
Sous sa marinière Armor Luxe, armée de son blender Moulinex, Arnaud Montebourg deviendrait presque notre James Bond du Made in France. La une du Parisien Magazine fait rire la toile et la séance photo est parodiée. Ici, le ministre du redressement productif défend le bebop. Comme le dit la légende, c'est tip-top. Vous ne trouvez pas qu'il y a ressemblance? Montebourg qui promeut Gauthier en Gauthier. En tout cas, son président François Hollande dit apprécier. Pour la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, c'est carrément sexy. Et Benoît Hamon, il n'en croit pas ses yeux. Hein? Non mais ça c'est un beau montage. Vous rigolez, vous ne l'avez pas vu? Non, vous ne l'avez pas vu? Non, mais attendez, c'est en une du Parisien. Oui, c'est ça, oui, le Parisien. Mais il me croit pas. Quand un site de rencontre extra-conjugale fait sa pub avec les politiques, ça donne ça. Pour se lancer en France, le site américain Ashley Madison met en scène les présidents de la République et leur goût pour la frivolité. 3 anciens et un actuel, François Hollande, tous estampillés d'une trace de rouge à lèvres sur le visage. Sur l'affiche, la question, quel est leur point commun? Ils auraient dû penser à Ashley Madison. Car depuis 10 ans, le site met en contact des pères de famille